Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien si je me place comme ça? Parfait, ça m'évite d'avoir un micro dans les mains. Donc, la présentation que je vais vous amener ce soir ne devrait pas dépasser 20 minutes, mais vous savez que c'est un gros projet TransCanada. On parle de plus de 6 provinces qui sont touchées. Donc, je vais tenter de vous résumer ça en 20 minutes. Donc, on n'arrivera pas à toucher tous les aspects, c'est évident. Donc, gardez vos questions à la toute fin, n'hésitez pas, on reviendra là, sous la forme panel. Quand on parle du projet d'Oléoduc Énergie-Est, on ne peut éviter de partir du début du tuyau, comme qui dirait, et on parle des sables bitumineux de l'Alberta. Donc, quand on parle du développement des sables bitumineux de l'Alberta, la carte que vous voyez, souvent, on nous dit qu'on est capable de voir par satellite la muraille de Chine, les pyramides d'Égypte. Et bien, pour ce qui est de l'Alberta, ce qui se démarque vraiment quand on va au niveau satellite, c'est l'impact des sables bitumineux. Donc, le projet Énergie-Est est avant tout pour pouvoir transporter le pétrole des sables bitumineux. Quand on parle des sables bitumineux, vous en avez entendu médiatiquement parler, du moins des impacts qu'a ce type d'exploitation-là. On parle de pétrole non conventionnel. Je n'entrerai pas dans les détails, on pourra revenir plus tard sur cet aspect-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à Hardisty, la ville de Hardisty, une raffinerie avec plusieurs citernes de stockage. Donc, le pétrole partirait de là avec le projet d'oléoduc. Tout le stockage, en bonne partie, se fait à Hardisty. Donc, c'est les réservoirs, on appelle ça les réservoirs de stockage ou, en anglais, les tank farms. Il y aura des ajouts de fait, parce qu'on sait qu'au niveau des sables bitumineux, présentement, il y a une incapacité d'exporter et du moins d'acheminer l'ensemble de ce qui se produit présentement en termes de sables bitumineux. Donc, l'idée est de doubler, de tripler la production des sables bitumineux pour les prochaines années. Quand on parle d'oléoduc, vous voyez sur la carte qu'il y a déjà plusieurs projets d'oléoduc qui sont construits, d'autres qui sont en voie d'être construits. Les deux que je vais vous mentionner, qu'il faut retenir, le projet Northern Gateway du côté de la Colombie-Britannique, qui jusqu'à maintenant a été refusé par la Colombie-Britannique dans le but d'exporter par le port de Kitimat. Donc, c'est un projet où la population s'est mobilisée fortement avec les communautés amérindiennes. Le gouvernement ne refuse pas le projet jusqu'à maintenant, mais a mis des conditions tellement élevées que c'est une forme de refus. L'autre projet que vous voyez, une ligne verte pointillée, c'est le projet Keystone XL vers les États-Unis. C'est un autre projet aussi qui a été refusé par le président Obama, entre autres, du fait qu'il n'y aura pas de création substantielle d'emplois pour les États-Unis. Donc, c'est un projet qui est refusé en bonne partie pour cette raison-là, mais aussi parce que c'est avant tout pour exporter vers les marchés internationaux, ce n'est pas pour les besoins du marché intérieur américain. Il reste donc dans la ligne bleue que vous voyez le projet de TransCanada, qui est un projet qui ciblerait de traverser, comme je vous dis, plus de 6 provinces. Ce qu'il faut retenir de ce projet-là, le tronçon que vous voyez en vert est présentement un gazoduc. C'est une partie qui est déjà construite, qui se rend jusqu'en Ontario. Vous avez peut-être vu dernièrement les sorties de gaz métro au Québec qui s'opposaient au projet parce que TransCanada leur promet en compensation de construire un autre gazoduc, mais qui amènerait la conduite presque de moitié moins, donc près de 100 millions de dollars de pertes en termes d'approvisionnement en gaz naturel pour le Québec en particulier, si ce projet-là voit le jour dans la forme actuelle où il est présenté. La partie que vous voyez du côté du Québec, c'est une partie qui n'est toujours pas construite. En tout, on parle de 4400 km de oléoduc. Et la partie du côté du Québec, elle, présentement, c'est le gros projet d'infrastructure qui n'est pas construit jusqu'à maintenant. Donc, la partie en bleu, on voit, je vous ai mentionné Hardisty. La deuxième ville que vous devez retenir, c'est Moosomin, au Manitoba. On nous parle souvent aussi de pétrole de schiste du côté du Dakota du Nord aux États-Unis. Eh bien, le sud du Manitoba et de la Saskatchewan ont un potentiel en pétrole de schiste. Et la particularité de cet oléoduc-là, TransCanada le mentionnait il y a quelques jours d'ailleurs dans leur projet final, il y aura aussi des usines, des réservoirs de stockage, comme vous avez vu pour Hardisty, qui seront construits au Manitoba dans le but de stocker le pétrole de schiste, mais aussi de l'acheminer. Donc, ce n'est pas seulement le pétrole des sables bitumineux, mais aussi le pétrole de schiste. Pour vous donner une petite aparté, le pétrole de schiste se fait par fracturation hydraulique avec un cocktail de produits chimiques et d'énormes quantités d'eau.
Donc, on le considère lui aussi comme étant un pétrole non conventionnel avec une empreinte écologique très considérable. Si on va du côté du Bas-Saint-Laurent, vous voyez la carte qui était publiée par Radio-Canada, mais je vais vous en montrer un autre au niveau du tracé. Le tracé se rendrait jusqu'à Rivière-du-Loup pour continuer par le Témiscouata, donc tout l'est du Québec, à partir du côté de Saint-Augustin-des-Mares. TransCanada projette de faire un tunnel sous-fluvial, donc l'éoduc passerait sous le fleuve Saint-Laurent pour aller rejoindre la rive sud et traverserait toutes les MRC de l'est du Québec, arriver jusqu'à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, il y aura un tronçon qui va se rendre, qui est projeté du moins vers Cacouna. Sinon, l'autre partie se rend à travers le Nouveau-Brunswick jusqu'à Saint-John au Nouveau-Brunswick pour alimenter la raffinerie de Saint-John, mais beaucoup pour l'exportation avec le port de Canapar. Ce qui m'amène à vous parler dernièrement du Conseil des Canadiens qui ont publié un rapport. L'oléoduc, l'élément où le bas blesse, en tout cas pour nous, entre autres, pour une des questions environnementales, parce que vous avez entendu beaucoup parler du port de Cacouna, c'est la question de traverser le territoire du Québec en termes de cours d'eau. Dans le rapport du Conseil des Canadiens, on parle que l'oléoduc aura à traverser plus de 961 cours d'eau. Donc, c'est les 6 provinces, mais plus de 600 cours d'eau uniquement pour traverser le territoire du Québec. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est considérable. Quand on pense au réseau hydrographique du Québec, juste la conduite sous-fluviale à la hauteur de Saint-Augustin-des-Mares, je vous rappelle que 40% de la population du Québec, de Québec à Montréal, s'approvisionne en eau potable à même le fleuve Saint-Laurent. Donc, la campagne ne coule pas chez nous. Ce qui m'amène à vous parler de cette campagne-là, c'est qu'à travers les différents groupes citoyens de Stop Oléoduc, il y a la campagne Coule pas chez nous qui a été mise en place, qui s'est influencée d'une campagne dans le cas du gaz de schiste qui était « Vous n'entrerez pas chez nous ». Donc, avec la campagne Coule pas chez nous, c'est une façon de se dire qu'est-ce qu'on peut faire face à ce genre de projet-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme citoyen, quelle action on peut poser si on n'est pas d'accord avec ce type de projet-là, ou du moins, quels sont les droits qu'on peut exercer face à la compagnie. Dans le cas de Coule pas chez nous, il y a de l'information, entre autres, sur le site Internet, bien entendu, sur les différents enjeux du projet, mais il y a aussi la possibilité, pour les gens qui ont envie de passer à l'action, il y a 3 volets assez considérables avec la campagne Coule pas chez nous. Le volet citoyen. Donc, vous, ce soir, qui êtes ici pour vous informer, qui êtes préoccupés par ce projet-là, sous l'angle citoyen, il y a différentes possibilités. La possibilité de sensibiliser son entourage, faire des dons à la campagne, signer la déclaration par rapport à l'oléoduc. Le matériel qui est produit aussi par Coule pas chez nous est vraiment une mine d'informations, d'outils que vous pouvez aller chercher sur le site, et les différents comités locaux. Donc, tout le long du tracé de l'oléoduc, quand on dit Stop Oléoduc, il y a Stop Oléoduc ici à la Pocatière, autant à Témiscouata, Montmagny, Port-Neuf, Lillet, tout le long de l'oléoduc, il y a différents comités. Certains ne portent pas nécessairement le nom Stop Oléoduc, mais la plupart, le long du tuyau, il y a un comité citoyen qui est déjà mobilisé, qui, à notre avis, démontre déjà les préoccupations de la population. Pour les propriétaires maintenant, je n'irai pas très loin sur l'aspect propriétaire, peut-être que M. Langelier va en parler, il a contribué beaucoup au niveau de l'aspect légal de ce que peuvent faire les propriétaires, donc je ne m'étendrai pas sur cet angle-là. Même chose pour le troisième axe qui est les municipalités. Je vais laisser M. Langelier approfondir cette partie-là. Donc, si on quitte la campagne Stop Oléoduc et qu'on se rend jusqu'à une des finalités de l'oléoduc au niveau de l'exportation, ce qui nous touche le plus de notre côté, c'est vraiment le port de Cacouna. Pourquoi le port de Cacouna? On n'arrive pas à vraiment comprendre pourquoi TransCanada s'est entêté à s'arrêter au port de Cacouna, parce que dans les documents qu'ils viennent de publier, on parle de plus de 30 000 pages, on n'a pas terminé d'éplucher l'ensemble du projet, mais déjà pour la portion du port, on voyait qu'ils ont envisagé d'autres endroits, Saint-Nicolas, Lévis-Est, le port de Québec, et finalement, ils ont décidé de s'arrêter sur Cacouna. On a Émilien Pelletier, écotoxicologue à l'ISMER, qui disait que s'ils avaient voulu choisir le pire endroit, ils n'auraient pas fait mieux qu'en choisissant Cacouna. Donc, à Cacouna, on parle de 12 réservoirs qui seraient construits avec une capacité de 4,2 millions de barils.
4,2 millions, c'est-à-dire à raison de 6 millions de barils, 4,2 millions de dollars. Vous voyez les images qui sont tirées du document de TransCanada. Donc, ce serait à même le village de Cacouna. On parle de moins d'1 km de distance de la 132 et moins de 2 km du cœur du village. Donc, on peut vraiment dire la possibilité de transformer un village en zone industrielle à haut risque. Il y a aussi le projet de construire une jetée. Donc, cette jetée-là traverserait une partie du parc de Gros-Cacouna, qui est une réserve naturelle protégée. Donc, dans les milieux naturels qui seraient impactés par la construction, on retrouve dans les documents de TransCanada cette partie-là. Je vous ai nommé aussi le parc, la réserve naturelle de Saint-Augustin-des-Mares, où un comité citoyen et même les élus s'opposent à ce tracé-là. Donc, l'idée d'une jetée, on parle d'un chevalet dans les termes techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment d'aller remplir des super pétroliers à même le fleuve Saint-Laurent, étant donné que le port de Cacouna est un port en eau profonde, mais pas suffisamment profond pour accueillir ce type de bateau-là. Donc, on parle de 2 à 3 super pétroliers par semaine qui viendraient s'approvisionner. Et dans les documents déposés dans le projet final, TransCanada reconnaît qu'effectivement, vous avez entendu parler beaucoup de la situation avec le beluga. Donc, ils viennent confirmer les craintes des scientifiques en avouant ouvertement qu'effectivement, la jetée va être au cœur de ce qu'on appelle la pouponnière des belugas. On sait que les femelles viennent mettre bas dans ce secteur-là, viennent nourrir les veaux jusqu'à l'automne. Donc, on parle de pétroliers Aframax qui peuvent contenir 700 000 barils et de pétroliers Suezmax pour le canal de Suez, 1,1 million de barils. Donc, pour Cacouna, c'est uniquement de l'exportation. Il n'y aura pas de raffinerie de construit là. Donc, quand on parle d'un Aframax, on parle de 245 mètres de longueur. Pour les Suezmax, 285 mètres de longueur. Et seulement pour accoster ce type de pétrolier, pour ne pas dire de dinosaure, ça prend 2 bateaux remorqueurs pour simplement être capable de les accoster. Donc, dernièrement, Greenpeace publiait un rapport démontrant que ce n'est pas pour les besoins du Québec en termes d'approvisionnement, et même TransCanada, dans leurs documents, on le voit maintenant à la lueur du jour, on parle de 1,1 million de barils qui seraient transportés par l'oléoduc en direction du Nouveau-Brunswick, mais vers les réservoirs aussi de Cacouna, et uniquement pour de l'exportation. On sait que la raffinerie de Lévis et de Suncor à Montréal ne sont pas dotés d'équipements présentement pour raffiner le pétrole des sables bitumineux. Donc, on ne peut pas dire que ça va être pour de l'approvisionnement local, mais pour de l'approvisionnement de l'exportation. Dans les documents, on mentionne le Brésil, l'Inde, l'Union européenne et les États-Unis. Donc, les États-Unis ne veulent pas du projet Keystone XL, mais ne refusent pas de recevoir ce pétrole-là par bateau pour être raffiné, entre autres, dans les raffineries du Texas. Donc, pour clore aussi avec la campagne Coule pas chez nous, quand je vous mentionnais les différents groupes, à la toute fin, on pourra remettre cette image-là si vous voulez prendre des notes au niveau des différents sites Internet des groupes impliqués, si vous voulez aller chercher l'information, si vous avez envie de vous impliquer dans différents comités locaux, à la hauteur des compétences et des attitudes de chacun. Et pour ma part, je terminerai là. Donc, nous, avec Nom de Marée Noire dans le Saint-Laurent, ça fait déjà 4 ans qu'on est impliqués dans les dossiers d'exploration et des projets d'exploration de pétrole en milieu marin, mais aussi par la force des choses en milieu terrestre avec les projets qui se sont ajoutés. À partir de là, je céderai la parole à mon collègue Danny. Donc,